Et salut à tous les amis, si j'accélère pour la chaîne Ludique Underground, etc. Pour une vidéo à l'ambiance plutôt austère, un peu lourde, un peu pesante. Nous allons causer de mes regrets éternels de Caseo. Et comme promis, hein, ça fait suite à la vidéo précédente où j'exposais les jeux qui étaient partis sur Caseo plutôt rapidement, sur lesquels j'ai pas eu un énorme feeling. Bah là, c'est contraire, c'est des jeux dont je me suis débarrassé, mais à regret ou parfois, enfin sous la contrainte, on va pas dire sous la contrainte, c'est un peu exagéré, mais il fallait faire parfois certains choix, soit laisser de la place dans le Calax, ou soit se faire un peu d'argent de poche pour investir dans d'autres jeux ou d'autres choses. Donc parfois, on se sépare de jeux, enfin ça dépend le profil du joueur, hein. Il y en a qui aiment bien collectionner, qui n'ont pas ce genre de problématiques d'espace chez eux ou de trésorerie. Moi, c'est pas le cas. Je dois parfois me séparer de certains jeux pour en accueillir d'autres. Donc, ça donne parfois des regrets. On va exposer tout ça. Mais avant d'aller plus loin, deux choses. La première, comme d'habitude, hein, je vous remercie les amis qui soutiennent la chaîne par le biais de souscription et de pourboire. D'ailleurs, hein, je fais une pensée toute particulière à Jessica à ce titre. Et deuxième chose, je reviens sur certains commentaires de la vidéo précédente. Alors, très globalement, les commentaires ont été positifs. Comme toujours, on a une communauté bienveillante, et ça c'est génial. Sinon, je ne serais plus là pour continuer à faire mes bêtises en vidéo. Par contre, il y a eu quelques commentaires un peu différents de d'habitude. Alors, vu le sujet que j'avais traité, je veux dire, c'est un petit peu normal. D'autant plus qu'il y a certainement quelques personnes dans le lot qui m'ont découvert via cette vidéo-là. Donc forcément, moi qui suis plutôt d'un tempérament cool, je ne vais pas dire du mal des jeux, la plupart du temps, il n'y a pas d'intérêt. On est là pour passer du bon temps, donc on parle de choses agréables et sympas. Et sauf que sur la vidéo précédente, j'ai taillé quelques jeux, forcément. Et encore, certains trouvent que j'y suis allé de manière plutôt soft. Bon, ils seraient eux-mêmes, ils seraient allés de manière plus véhémente. Bon, chacun a son style. Je vais pas m'éterniser des masses sur ces commentaires-là, mais tout simplement, juste vous dire, mais les amis, prenez les vidéos comme des divertissements, vous embêtez pas, tout ça, ça reste des tranches de vie. Je pense qu'il y a deux types de chaînes sur YouTube concernant le jeu de société. Il y a les chaînes qui sont vraiment dans un point de vue informatif et ou qui vont essayer de vous vendre les jeux en vous disant ouais c'est génial machin, achetez ça c'est cool, ça change, c'est vraiment unique en son genre, et puis la semaine d'après ils vont vous ressortir la même chose avec un jeu copier-coller avec un thème différent. Ouais, bah c'est tout, c'est comme ça, hein. On est dans un monde assez porté sur la consommation, hein. Je dis assez porté, c'est un euphémisme. Donc voilà, il y a ce type de chaîne-là, et puis il y a plutôt les chaînes avec un contenu, alors je dis pas que c'est l'un ou l'autre, hein, des fois il y a des chaînes qui vont faire les deux, mais il y a aussi des chaînes où on expose des tranches de vie. Et là, ma chaîne, c'est quoi? Ben, c'est simplement là où j'expose mes expériences de joueur. On partage des parties parfois ça blablate, mais dans tous les cas, j'aime bien remplir ces vidéos d'anecdotes. Si je peux sortir quelques vannes de temps en temps, bah, ça fait partie de l'esprit de la chaîne. Moi, je suis comme ça dans la vie, je sors des conneries dans la vie comme je peux en sortir en vidéo. Et les personnes qui me connaissent d'ailleurs dans la vie pourront en témoigner. Et ben, je vois pas où est le problème. Donc si certaines personnes n'apprécient pas ce que je peux dire ou ce que je peux faire en vidéo, bon, c'est pas grave, passez à autre chose. Il y a à mon avis largement ce qu'il faut en termes de contenu pour vous y retrouver. Maintenant, il y avait un propos en particulier sur lequel j'aimerais revenir, quelqu'un qui disait « Bah oui, mais tu es écrivain, comment tu peux ne pas apprécier un jeu sans même l'essayer? Enfin, ça n'a pas de sens. » Et bah, ce à quoi je dirais « Bah si, bien sûr que si. » On parle d'écrivain justement, si je prends un bouquin, je peux très bien regarder la couverture, regarder la quatrième de couverture, voir le petit pitch qui est censé vendre le truc et lui dire « Bah non, bah, c'est pas mon style, donc je vais pas le lire, je n'en vois pas l'intérêt et ça me plaît pas. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça, hein. Quelqu'un qui va prendre mes bouquins, qui va dire « Ah ouais, bon, c'est pas mon truc, j'ai pas envie », bah ok, pas de souci. Après, le propos derrière, de dire « Ouais, c'est de la merde » ou « C'est pas de la merde », on s'en fout. C'est pas mon style, y a pas... J'ai aucun problème avec ça. Voilà, de même que ça peut m'arriver d'être très intéressé par un bouquin, de dire « Ah bah tiens, c'est cool, le thème me plaît bien », commencer à le lire, ça m'est déjà arrivé, hein. Commencer à lire quelques pages,
et me dire ouais non en fait le style d'écriture je m'y retrouve pas, c'est parfois un peu trop grossier ou trop pompeux, ou enfin, ça va pas. Je veux dire, dommage, le thème me plaisait bien, mais voilà, dans la forme, c'est pas ça. Bah tant pis, c'est un raté pour moi, mais c'est pas grave. Il y a bien assez de matière dans la vie pour trouver des choses qui nous conviennent. Voilà, donc ça c'était le petit disclaimer, il m'a quand même pris 5 minutes. Non, on attaque dans le dur, les regrets éternels de Kazeo, les amis, et je vous ai tout de suite préparé un Mission Planète Rouge, qui est un jeu dont je me suis séparé. Alors hélas, j'ai pas eu l'occasion de le sortir très souvent, et bon, je vais pas vous refaire le schéma, il est parti, parce qu'à un moment donné, envie de nettoyage de printemps, besoin de place, autre chose, il sortait pas assez, donc paf, il dégage, mais j'aime bien ce jeu. C'est dommage. Donc ouais, je vous refais pas le schéma, je vais pas vous redire ça à chaque jeu que je vais vous présenter, parce qu'il y a toujours des raisons qui expliquent que... mais là, on va simplement parler de pourquoi je regrette ce jeu. Déjà, j'aime bien l'ambiance du jeu. Je l'avais déjà dit dans des vidéos de top ou des choses comme ça, il fut un temps. C'est un Bruno Catala, et c'est assez rare pour le signaler, parce que Bruno Catala, il fait des excellents jeux, et puis il a une ludothèque, une ludographie, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, il a créé plein de choses vraiment sympas. Mais souvent, pour un public assez familial, je trouve. Et là, ça reste un peu le cul entre deux chaises. C'est à la fois familial, mais ça s'adresse à du joueur quand même un minimum averti. Et ça, j'aime bien. Alors, il est pas tout récent, hein, le jeu, je crois qu'il est de 2005. Là, c'était une deuxième édition, c'est pas l'édition de base. Mais j'adore cette ambiance un peu steampunk. Les petites figurines sont mignonnes. Et puis on va essayer c'est un jeu de majorité, on va essayer de se placer sur Mars, selon certaines zones, on va essayer d'être majoritaire sur certaines zones pour gagner des points de victoire. Et puis on va envoyer nos astronautes par le biais de navettes qui vont rejoindre Mars justement. Sauf que les navettes vont parfois changer de destination, doivent être remplies à un certain degré pour pouvoir partir. Bien sûr, les places sont chères, on va se bagarrer pour ça, et on va se bagarrer à l'aide de cartes qu'on va placer en début de manche de manière secrète pour indiquer la priorité des placements des astronautes, sachant que la priorité, les cartes ne font pas que donner la priorité, elles vont aussi donner des effets. Donc plus on va attendre, plus on va pouvoir mettre d'astronautes, mais plus c'est pas dit qu'il nous reste des navettes pour partir, et plus on laisse le temps aux autres de nous faire des crasses. Et le mot crasse est important, il y a moyen de mettre des crasses aux adversaires dans le jeu, je trouve ça vraiment cool. Donc c'est un jeu pour moi qui ne se démode pas, j'ai pas ce sentiment là. Et vous voyez, on peut aller sur Phobos, on peut aller sur Tritonis, Sinus et Mare Serpentis. Et là, c'est sympa. Voilà, on va s'éliminer les astronautes les uns les autres pour se faire un peu de place. C'est mignon. Moi, je suis client de ce Mission Planète Rouge ou de ce Misia Servona Planeta en polonais. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et non, c'est du tout bon, ça c'est validé. Mais là, il est plus dans le Calax. Un autre qui est parti trop vite, c'est le Star Wars Rebellion, qui était dans mon top 50 que je dois vous réactualiser là sous peu. Hein, vous pardonnerez mon temps de latence à vous sortir cette vidéo du top 50 réactualisé. Je suis toujours, en fait, ça fait maintenant 3 semaines que j'en chie à être en forme, puis malade, puis en forme, puis malade. Enfin, c'est un peu de faire le yo-yo. Donc la cadence de vidéo est un petit peu à l'image de ma santé balbutiante. Et plutôt aléatoire d'ailleurs. Mais n'en demeure pas moins que Star Wars Rebellion était vraiment vers le haut de mon top 50. On va voir si il reste assez haut dans mon cœur dans la version 2023 du top. En attendant, je ne possède plus ce jeu, ni son extension d'ailleurs. Et c'est bien dommage, mais j'avais quand même pas mal de... C'est pas évident de le sortir. Et puis, il a une valeur marchande. Hein, donc voilà, quand on veut tenter d'autres trucs, c'est le jeu qui peut partir pour laisser place à d'autres. Donc Star Wars Rebellion, du 1 contre 1, on peut jouer à 2 contre 2, mais pas trop d'intérêt, parce qu'on va prendre des décisions ensemble, c'est comme si c'était du 1 contre 1, en plus on sait qu'en équipe, il y a toujours un cerveau qui va un peu dominer l'autre, et c'est rare qu'on laisse la place aux autres. Il y a un Papa Trooper avec ses bébés Troopers ici, Stormtrooper, c'est marrant. Donc c'est 1 contre 1, univers Star Wars épisode 4, 5, 6, donc la série du tout début, la saga originelle. Et un joueur va incarner l'Empire Galactique et va essayer de traquer la base de l'autre joueur qui incarne l'Alliance Rebelle.
la base secrète qui se cache parmi toutes les... On va revenir sur la carte du début, voilà, qui se cache parmi tous les systèmes qu'on voit ici sur la table. Donc il y en a 32 en tout. On va compter 31 parce qu'il y a Coruscant là où siège l'empereur. Bon là, la base est forcément pas là-dessus. Et puis on va tirer au sort des quelques planètes de départ, puis après on va essayer de s'étendre. Bien sûr, l'Empire Galactique profite d'une certaine hégémonie sur tout l'espace, là, sur toute la zone. Et puis l'Alliance Rebelle, elle a quelques troupes et fait ce qu'elle peut pour essayer de limiter pour gagner du temps, pour envoyer l'Empire sur de fausses pistes. Il va tenter des mous, il va faire des attaques, des frappes chirurgicales, et essayer de saboter des endroits de production de l'Empire, parce que l'Empire va quand même produire beaucoup plus que les rebelles. Donc il y a un côté chat et la souris que j'apprécie fortement. Pareil, j'étais dubitatif au début, je me dis pour un jeu à licence, Star Wars, ok. Comme d'hab, les jeux à licence, c'est toujours un petit peu casse-gueule. On se dit, ils misent tout dessus, mais derrière, le contenu, ça va être fade. Et ben non, pas du tout. La découverte a été une claque, on peut le dire. Et c'est un jeu qui propose une petite courbe évolutive assez sympathique. C'est-à-dire qu'une première partie va pas ressembler à notre 5e partie, qui va pas ressembler à notre 10e partie. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et bien sûr, à jouer, si possible, avec un adversaire qui a à peu près le même niveau de jeu, sinon on va se faire ratatiner, ou alors ça sera l'inverse, mais dans tous les cas, ça sera pas très intéressant. Non, c'est vraiment un jeu excellent, thème bien transposé, les illustrations, les cartes actions qu'on va faire, les missions qu'on va devoir accomplir, parce que j'ai pas parlé de ça, mais ça va être... Il y a ça aussi. C'est assez fou, on est dedans, on a vraiment l'impression de revivre l'histoire, un peu différemment, bien entendu. On va essayer de capturer, je sais pas moi, par exemple, le général Dodona, par exemple, plutôt que Princesse Leia, comme dans la saga, ou Yann Solo, hein, avec sa couche de congélation carbonite, ouais, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, c'est vraiment chouette, avec un jeu de programmation aussi, on va essayer d'anticiper, de tenter des pièges. Enfin, c'est vraiment le chat et la souris, puissance Star Wars. Ça, c'est du très très bon. Autre regret, l'île au trésor de Treasure Island, sorti en 2018, qui était un jeu qui avait pas mal dénoté de par son principe, qui était une chasse au trésor. Mais une chasse au trésor, attention, où on pouvait écrire sur la carte. Alors que je vous trouve une illustration qui est parlante, parce que là on voit que des boîtes pour l'instant, mais c'est pas très intéressant de voir des boîtes. Voilà, non, c'est pas assez. Hop. On voit que des... Ah, peut-être ici. Qu'on peut tracer. Bon, enfin bref, là c'est une image un peu plus large, mais on va essayer de... Vous allez deviner. Alors nous avons un quatuor de joueurs là qui a l'air de s'amuser. Et donc, on a un long John Silver, selon le roman, d'ailleurs, l'île au trésor, ça doit être de Robert Stevenson, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, un long John Silver qui a caché un trésor, mais qui est emprisonné en ce moment. Et on va dire, ses lieutenants sont en quête d'aller chercher le trésor. Soi-disant pour l'équipage, mais en fait, chacun pense plutôt à sa pomme, compte prendre le trésor pour lui et se barrer. Et donc voilà. Donc Lone John, lui, il va essayer de maintenir ses lieutenants dans la chasse au trésor, il va essayer de les maintenir motivés à chercher, mais il va pas trop donner d'indices parce que il se doute bien que ses lieutenants, ça reste des pirates. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Pas sûr. Donc on va un peu gagner du temps, les faire un peu mariner, jusqu'à ce qu'on se libère nous-mêmes de prison, qu'on s'évade, et qu'on puisse nous-mêmes aller chercher le trésor. Donc ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, Long John ne bouge pas sur la carte en tant que personnage, il est coincé dans un endroit, et en début de partie, il va désigner un lieu sur la carte, qui va pas indiquer sur la carte bien sûr, qui va indiquer sur sa mini-carte où le trésor est caché. Et chaque joueur, à tour de rôle, va demander des indices, va demander des choses, il va dire par exemple, bah tiens, moi, chacun est représenté par un personnage sur la carte, et il va se déplacer à un endroit, il va dire, bah tiens, je fais une fouille sur cette zone-là. Et à l'aide de marqueurs et de gabarits, il va créer des tracés, des machins, des choses pour délimiter des zones. Et là, donc, John va dire, bah oui, le trésor est quelque part là-dedans, ou il n'est pas, ou alors t'as trouvé, ou... Enfin voilà. Il y aura des indices, parfois révélateurs, parfois pas tant que ça. Et de temps en temps, Long John va pouvoir ne pas dire la vérité, il va pouvoir bluffer. Chaque fois qu'il va donner un indice, il va poser une carte, et si quelqu'un veut vérifier
il va devoir dépenser je sais plus trop quoi. J'avoue que ça fait un bail que j'ai pas joué, donc ça peut paraître un peu nébuleux ce que je raconte parfois, mais les joueurs peuvent parfois vérifier est-ce que Long John a dit la vérité, ou est-ce qu'il a peut-être menti. C'est ça qui est marrant, c'est il a dit la vérité, ou il a peut-être menti, mais peut-être pas, on sait pas. Et donc il y aura toujours un doute comme ça, et c'est vraiment marrant ce côté marqueur, on écrit sur la carte, et puis après à la fin on efface, et on revient. Donc il y a le marqueur qui est écrit sur la carte, mais on a chacun aussi nos petites cartes personnelles où on a, parce qu'on peut aussi chacun individuellement avoir des indices en plus de ce que les autres ont. Donc ça crée vraiment une chasse au trésor sur une partie qui va se jouer en 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est vraiment sympa. Je me souviens que la première fois que je l'avais amené au club de jeu, alors c'était pas Suite Provins à l'époque, c'était à Wavrin, on avait passé la soirée à y jouer, on était à 4, on avait joué 4 parties où chacun avait incarné Long John Silver. C'était marrant, ça avait bien pris. Et l'ambiance est cool, vous mettez une petite musique, vous savez, la Pirate des Caraïbes derrière, et puis ambiance limite un peu tamisée, et on y va, on est dedans. Vraiment, c'est voilà, c'est dingue, hein. Ça fait 3 fois, c'est le 3e jeu dont je parle là dans cette vidéo, ça fait déjà 3 fois que j'ai envie d'y rejouer, de jouer au jeu sur lesquels je blablate. C'est terrible ça. 4e regret éternel, nous sommes sur Dead of Winter, et là ça fait plaisir parce qu'on est en période de Noël, là on est au moment où j'enregistre le 15 décembre, donc on se rapproche, c'est vraiment dans 2 semaines tout pile, et on a une petite tradition généralement au club, c'est de faire un Dead of Winter à la période de Noël. Parce que ça se passe en hiver, même si techniquement là on n'est pas encore en hiver, hein, ça sera dans quelques jours, mais ça se passe en hiver, et il y a le Père Noël un peu ivrogne, etc. Enfin, une ambiance qui fait très hivernale, et c'est marrant de passer de soirée à jouer à Dead of Winter, donc on va essayer de faire ça au club bientôt, ça peut être cool. Enfin, toujours est-il que je ne l'ai plus, bon ça va, des amis l'ont, donc c'est pas un problème, et on va jouer, c'est du semi-coop, c'est du coop, sauf peut-être un traître. Et ça, c'est extrêmement important à signaler parce que c'est ce qui ajoute ce petit grain de folie dans le jeu et ce goût de reviens-y. On va chacun incarner un mini-groupe de survivants, et ces mini-groupes de survivants forment un ensemble de survivants dans une colonie qui est acculée par des... qui est acculée et qui est menacée par des zombies qui vont pénétrer dans la colonie, voilà, qui vont arriver par 6 entrées différentes. Et nous, il va falloir survivre. Donc on a les personnages qui ont tous des capacités, une petite capacité particulière qui va aider à mieux faire certaines actions. Et on a quelques bouches à nourrir en plus qui n'ont pas plus d'intérêt que de nous rendre la partie encore plus difficile. On a une mission globale. Il va falloir trouver par exemple X médicaments pour la colonie, ou alors, je sais pas moi, X jerrycan d'essence pour faire je sais pas trop quoi. Alors il y a une petite partie narrative qui est aussi importante, et on va à chaque manche, chacun déplacer des personnages, ou ne pas les déplacer, aller fouiller dans les lieux à l'extérieur, sachant que ça comporte certains risques, on peut très bien se déplacer et se faire mordre sur la route. Une morsure, c'est jamais très bon quand il y a du zombie, hein, vous vous doutez bien, et ce qui peut d'ailleurs engendrer des réactions en chaîne, hein. Se faire mordre sur la route pour aller rejoindre des copains, c'est potentiellement les transformer aussi en zombies, ce qui est très périlleux. Il y a une notion de morale, une morale globale, donc dès que le moral tombe à 0, c'est foutu, dès qu'on a un mort, le moral tombe. C'est très difficile de monter le moral dans le jeu, alors que le baisser, ça arrive très, très fréquemment, et on a un nombre de manches pour accomplir les missions, sachant que en plus de ça, chaque joueur a sa mission secrète en plus de la mission globale. Donc pour gagner, il faut à la fois que la colonie ait remporté sa mission globale, mais qu'en plus nous on ait par exemple, je sais pas moi, amassé 3 armes, un jerrycan d'essence, et puis je sais pas moi, un bric-à-brac, ou alors on est le traître, donc il faut que la mission échoue, mais qu'en plus on ait prévu 3 jerrycans d'essence pour se faire la malle, alors que les autres vont galérer à contenir les zombies et tout s'y passer. Donc ça c'est marrant. Et la petite singularité du jeu, en plus, c'est que on a la pile de cartes croisées des chemins qui va tourner. À chaque fois qu'un joueur va démarrer son tour, son voisin, en sorte de voisin de gauche de mémoire, va prendre une carte, la lire secrètement, et il va peut-être se passer un truc, ou peut-être pas se passer un truc. Et en fonction des actions des joueurs, il va peut-être... Ça va être par exemple, tiens, si le joueur dont c'est le tour envoie un de ses personnages au supermarché,
et lisez le texte, et puis ok. Donc si ça arrive, ah bah tiens, j'envoie quelqu'un au supermarché, ah attends, alors sur la route, vous rencontrez, blablabla, vous avez deux choix, vous faites ci, vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Et le choix aura des répercussions bien sûr sur la partie. Donc voilà, ça c'est sympa, hein, c'est narratif, ça met dans l'ambiance, pareil, vous faites ça un soir, lumière un peu tamisée, musique, alors là on n'est pas sur Pirates des Caraïbes, on est plutôt sur quelque chose de plus post-apo, et puis c'est sympa, c'est encore mieux s'il neige dehors, et vous voyez, vous laissez une petite fenêtre ouverte avec la neige, enfin la fenêtre, la persienne ouverte, avec la neige qui tombe, le coin de cheminée, et on s'y croit, quoi, ça c'est plutôt cool. Petit défaut du jeu, il traîne quand même, il a tendance à traîner en longueur, et une manche est plutôt longue, même si techniquement on fait que jouer des actions, c'est censé aller vite, mais le jeu fait que on prend le temps et ça peut paraître un peu long, surtout si on est le premier joueur sur une manche et donc qu'on passe dernier joueur sur la manche d'après, parce que le premier joueur va tourner tout le temps. Ça peut donner des séquences où on attend son tour très très longtemps et on peut s'ennuyer un petit peu. Mais sinon, à part ça, tout le reste est très très bon. Et tant qu'on est à parler de zombies, autant parler d'un autre regret éternel qui est le Mall of Horror, qui est Zombie, en français Zombie, la blonde, la brute et le truand. Un jeu qui était réédité hein, depuis peu de temps, enfin 1 an, peut-être 2 ans. Ça s'appelle Lockdown maintenant. C'est plus le même matos, c'est le même principe, mais c'est plus le même matos. Il avait été aussi, alors pas réédité, mais ils avaient fait une édition un petit peu différente avec quelques règles qui avaient changé. Mais ça s'appelait City of Horror, enfin c'était plus exactement le même jeu. En réalité c'était le même esprit, mais plus le même jeu, et il y avait moins de traîtrise possible, donc c'est pas passé dans un groupe de joueurs. Enfin en tout cas, Zombie, la blonde, la brute et le truand, ça a été pendant longtemps mon top 1. C'était le jeu que je préférais sur tout ce qui est jeu de plateau. Et bon, ça fait un petit moment que je suis passé à autre chose, bien sûr, mais c'est un jeu qui avait fait un carton dans notre club à l'époque, le précédent club. On s'éclatait à finir les soirées là-dessus. Un jeu d'enflure. On peut jouer jusque 6, c'est mieux d'ailleurs de jouer à 6 ou 5. 4 c'est un petit peu trop court, et 3 bah, j'en parle même pas. Et on incarne aussi un groupe de survivants, on a 6 dieux, on est dans un centre commercial en fait, pareil, infesté de zombies, il va falloir tenir, et on peut pas tenir, c'est pas possible. On n'a pas assez de matos pour tenir, donc chaque tour il y a des zombies qui arrivent, et au bout d'un moment ils rentrent dans les lieux, sauf que quand ils rentrent, il faut sacrifier quelqu'un pour les divertir en gros, pour être tranquille avec les zombies pendant un moment. Et ça, ça se fait au vote. Donc c'est le lieu de traîtrise idéal. Vas-y, vote pour moi, comme ça quand j'irai fouiller le camion, je te donnerai du matos, t'inquiète pas, je te le garantis, tu as ma parole. Ah d'accord. Et puis un peu plus tard, t'es un salaud, tu m'avais dit que tu filerais du matos. Ah, t'es sûr? Non, j'ai pas dit ça. Oh, quel enfoiré. Voilà, c'est le genre de truc. Il y a un peu plus, hein, on peut aussi devenir chef de la sécurité et voir où les zombies arrivent à chaque tour. Pareil, il y en a qu'un qui peut avoir ce privilège, donc à chaque fois ça se bagarre ça vote pour ci, ça vote pour ça. Et ouais, voilà, des alliances qui se font, qui se défont, ambiance garantie, attention ne pas jouer avec des susceptibles. Et voilà, ça c'est un jeu, vraiment, il s'est passé des choses, j'ai encore plein de souvenirs sur ce jeu. Ça fait partie de ces jeux de plateau sur lesquels on conserve des souvenirs très 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 longtemps, et rien que de les évoquer, ça fait bien rire. Et on va dire le troisième de cette trilogie spéciale post-apo, là il n'y a plus de zombies, mais on part sur Outlive, qui est en plus qui est un peu d'actualité, parce il est réédité là en ce moment. Donc c'est assez rigolo, parce que les vidéos que j'avais fait sur Outlive il y a quelques années sont revues en ce moment. Et ça m'arrive d'avoir un commentaire ou deux, alors que je me disais, mais tiens, c'est bizarre cette vidéo-là, elle date. Alors ça arrive de temps en temps, des commentaires sur des vieilles vidéos, ça arrive, parce que les jeux, ça reste intemporel la plupart du temps. Hein, on peut très bien sortir un jeu qui a 10 ans, maintenant, c'est pas gênant, l'expérience est la même. Mais c'est assez rare sur YouTube. Et là, quelques commentaires, donc je dis, ah bah ouais, ok, je m'intéresse, je me renseigne et je vois, ah ouais, il ressort. Bon, ok. Outlive qui me manque un peu. Alors c'est pas uniquement parce qu'il y a eu cette hype en ce moment, pas vraiment, non, c'est que de base j'aime bien le thème, on est sur un monde post-apo, et on va faire évoluer sa base souterraine pendant la nuit, et le jour on va envoyer nos aventuriers à la surface pour aller récupérer des ressources,
voire parfois mettre un peu la pression aux aventuriers adverses pour leur racketter quelques ressources aussi, parce que n'y a pas de raison qu'ils profitent de ressources qui nous reviennent de droit. Donc ça, c'est amusant. C'est un truc qu'on voit pas forcément dans les jeux. Le côté, c'est de la poste d'ouvrier sans être de la poste d'ouvrier. C'est, on déplace nos personnages, on joue l'action qui est très simple. C'est ok, collecter autant de trucs, autant de ressources, tant qu'il y en a encore, parce que les ressources sont pas abondantes au point d'être illimité. Et puis on va aussi fouiller les villes, c'est de trouver du matos pour mieux équiper nos personnages, pour qu'ils fouillent mieux derrière, ou que notre abri on va dire anti-atomique tienne mieux. Voilà, ça joue en 6 tours. À chaque manche, il y a un petit événement aussi qu'on peut essayer de résoudre. Si on le résout pas, bah, ça enquiquine tout le monde. Si on le résout, bah, tant mieux. Puis en plus, ça rapporte des points. Et puis, on va établir notre base, rajouter des pièces pour lesquelles on aura besoin de survivants d'ailleurs pour activer les pièces, qui vont nous donner des bonus ou nous donner des rabais ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Le solo, pas forcément foufou. On va le jouer une fois ou deux, ça va être cool, histoire de se mettre bien le jeu en tête et puis de profiter un peu de l'expérience du jeu quand même, quand on n'a pas la possibilité de jouer en multi. Mais je le conseillerais pas forcément juste pour du solo. Par contre, multi, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa que ça soit... Alors 2, c'est peut-être un petit peu limite. 3 et 4, ben, comme d'hab, hein, 4 c'est le chiffre d'or pour la plupart des jeux de plateau. Hotlive, je serais bien chaud d'y jouer là dans un avenir proche. Mais il n'est pas à la maison. Continuons ce petit tour des regrets éternels de Caseo avec Robinson Crusoe. Alors là, c'est un semi-regret. C'est-à-dire que le jeu me manque pas plus que ça, mais je l'ai pas exploré des masses quand je l'ai eu à la maison. Et quelque part, de temps en temps, ça me travaille. Je me dis, c'est dommage, je lui ai pas donné plus sa chance. Et là, on est typiquement dans un cas de figure où c'est on va dire, c'est mon vécu avec ce jeu qui m'a fait... Alors là, on voit que c'est une boîte de l'édition précédente, mais c'est pareil. C'est mon vécu vis-à-vis de ce jeu qui m'a envie de pas aller plus loin, qui m'a un petit peu écœuré. Alors vous allez trouver ça complètement idiot, mais je vous expose le truc. Je m'amuse à faire le jeu. Bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissez l'anecdote, c'est pas grave. Je la refais pour tout le monde. J'enregistre une vidéo de ce jeu, une vidéo narrative. Et donc vous pouvez la voir, hein, elle est sur la chaîne, elle a déjà quelques années. Vidéo narrative Robinson Crusoe. Et en fait, cette partie narrative, où je me suis amusé à jouer la partie en coupant plein de séquences tout le temps, en écrivant le texte derrière par rapport à ce qui s'est passé et en racontant la partie, ça m'a pris une éternité à la produire, cette vidéo. Donc j'ai fait un truc que je juge d'une qualité plutôt acceptable, encore pareil, euphémisme, pour quelqu'un comme moi d'amateur qui a absolument rien à gagner à faire ça. Enfin, si c'était maintenant quelques centimes qui traînent avec les vues, parce que maintenant la chaîne est monétisée, mais c'est tout. À l'époque, c'était pas le cas. Et j'avais été extrêmement frustré du retour de la vidéo par rapport au temps passé. Vous savez, c'est le fameux truc dont beaucoup de personnes qui produisent des vidéos sur YouTube se plaignent, c'est-à-dire c'est très aléatoire. Des fois, on va faire une vidéo sur laquelle on va passer un temps fou et on va faire quelques vues. Et puis, à côté de ça, on va sortir une vidéo un peu à l'arrache parce que, je sais pas, ça nous éclate ou parce que, voilà, on est comme ça. Et, et puis, ça va faire plein de vues. Et ça, c'est extrêmement frustrant quand on fait la vidéo qui demande plein de temps et plein de boulot. Et que là, c'est exactement ce qui s'est passé pour Robinson Crusoe. Et ça m'a un peu miné. Pas Bernard, hein. Ça m'a miné, ça m'a complètement miné, et ça m'a pas dégoûté du jeu, mais ça m'a pas donné envie d'y retourner. Ce qui fait que, au final, je l'ai pas ressorti derrière, et je l'ai même revendu, alors que j'avais joué que le premier scénario. Il y en a 7, plus avec des extensions, voire même avec le contenu sur Internet, parce qu'il me semble que sur Internet, il y avait aussi des fiches scénarios imprimables, des choses comme ça pour ajouter davantage de contenu au jeu. Donc c'est dommage, parce que c'est un jeu qui a la cote chez les joueurs solo. C'est un très bon jeu. Quand j'ai joué ma partie, je me suis amusé quand même, même pendant l'enregistrement, même si c'était fastidieux pour moi, je me suis quand même éclaté. Et j'ai pas présenté le jeu du coup, là je fais que vous donner l'expérience, mais en gros, nous sommes des survivants, on va explorer l'île de Robinson là pour essayer de trouver du matos, essayer de survivre, essayer de trouver de la bouffe.
On a une partie, c'est du scénario, on va tirer des cartes au fur et à mesure de notre progression, on va faire des rencontres, on va rencontrer des bestioles qui ne nous veulent pas forcément du bien. On va essayer on va essayer de survivre avec une météo qui ne va pas forcément être clémente. Donc il va prévoir aussi il va faire prévoir un abri à aménager. Et tout ça avec un fond de tension, parce qu'on a un certain nombre de tours pour accomplir notre destin et réussir au mieux la mission. Et bien sûr, donc on doit accomplir la mission, il y a les jours qui passent, et puis il y a surtout la météo qui nous met mal sans arrêt, il flotte, on se fait attaquer par la faune sauvage. Non, c'est pas évident. Donc c'est un vrai jeu où on a des actions, hein, c'est sous forme d'action d'ailleurs, on va envoyer notre perso ou nos persos au pluriel, accomplir des tâches, et en fonction du succès qu'on souhaite à propos des tâches, soit on va se concentrer sur une seule tâche pour un perso et être sûr de réussir, ou soit on va tenter plusieurs tâches, mais ça va être aléatoire, il y aura des lancers de dés, et on ne sait pas si ça va réussir, ou si ça va réussir, mais qu'on va en sortir un peu blessé parce qu'on a fait un truc qui était un peu dangereux. Donc c'est un jeu sur lequel on va être facilement puni suite aux décisions qu'on va prendre, mais ça reste un très bon jeu. Un jeu qui est pas facile, généralement c'est sympa quand même, hein, quand c'est trop simple, on se fait chier, c'est connu, pas plus à dire. Si, je vous invite à aller voir la vidéo, bien sûr, hein. Vous verrez, vous me direz si ça vaut le coup ou pas. De toute façon, généralement quand les personnes maintenant retournent voir ces vidéos, ils me disent mais ouais c'est bien, mais ton face dot et tout c'est cool, mais ouais mais ça m'a pris tellement un temps fou que rien que de savoir le temps que ça va me prendre, ça me casse les jambes direct. The Next One, un Sherlock Holmes Detective Conseil. Là, on est dans un registre de jeu qui n'est pas trop mon registre, mais n'empêche que avec du recul, je me dis, j'ai quand même passé des moments sympas sur ce jeu. Là, c'est exactement l'édition que j'avais. Moi, c'est le Jack the Ripper, donc Jack l'Éventreur et les aventures dans le West End. Donc, c'est-à-dire la 3e boîte parmi les 4 qui sont sortis, voire 5. Non, mais il doit y en avoir 4 de sortis. Je crois que la 4e, c'était le dernier, c'était les Francs-Tireurs de je sais plus trop où. C'est sympa, hein, enquête pure et dure, du coop ou du solo si on le souhaite, mais c'est quand même plus sympa quand on est 2-3. Et on a une carte de Londres avec plein de numéros sur les lieux qu'on va pouvoir explorer en fonction d'un texte d'intro style Sherlock Holmes, hein, bien sûr, parce qu'on est sur Sherlock Holmes. On va aller explorer ou enquêter, interroger des personnes qui seraient susceptibles de nous donner des indices. Et c'est cool, c'est immersif, on est dedans. Vous voyez à quel point il est en immersion, notre ami sur la photo en noir et blanc là, voilà, avec des vieilles coupures de journaux. Le matos est très agréable. Et puis, par contre, les lunettes sont pas livrées avec, hein, je vous le dis. En tout cas, je n'ai pas eu dans ma boîte. Et donc, hélas, cette boîte qui contient 10 enquêtes, parce qu'il y en a toujours 10 enquêtes, j'ai pas fait les 4 premières qui étaient spéciales Jack l'Éventreur. En fait, j'avais fait la 5, la 6, la 7 de mémoire, et j'ai pas fait plus. Et c'est fort dommage. Après, j'ai fini par m'en débarrasser parce que j'étais plus trop dans le mood à y jouer. J'étais parti sur d'autres styles de jeux. Les jeux d'enquête n'étant pas trop mon truc, il m'en faut à faible dose. Mais avec du recul, photo qui plaira à certains amateurs de. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je me dis que de temps en temps, faire une petite enquête, ça peut être cool. Donc, en ça, c'est dommage, mais bon, je me reprendrai à l'occasion. Ce n'est pas très très grave. Et là, la transition est parfaite, parce qu'on parlait de jeux d'enquête. Et on va rentrer dans les jeux que j'ai revendus sur Ocasio, mais que j'ai racheté derrière quand même. Sur Ocasio aussi, ou ailleurs. On va parler de Watson and Holmes. Donc on reste dans l'univers de Sherlock Holmes, sauf que là c'est du compétitif. Alors pour la petite histoire, parce que c'est aussi le jeu de ces vidéos tranches de vie, pour la petite histoire, Watson and Holmes, c'est un jeu que je me suis procuré un petit peu avant le confinement. Quand je dis un petit peu avant, peut-être un an et demi avant quand même, sûrement de rien. Et puis, je l'avais pas vu en fait sortir, et puis je sais plus comment je suis arrivé par hasard là-dessus. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est un jeu d'enquête, en coop en plus, c'est cool. De 2 à 7, ouais.
le matos, ces jeux-là, souvent l'édition pardon, est sympa. Alors, la boîte, les illustrations donnent envie, le matos fait un peu, ouais, enquête, un peu rétro, c'est sympa. Pourquoi pas. Alors, dans l'édition, celui-ci est un petit peu moins propre, on va dire, que le Sherlock Holmes Détective Conseil, mais ça reste quand même sympathique. On voit les cartes des lieux où on peut aller enquêter. Ah, tiens, cette version-là, la boîte est assez rigolote. Et oui, c'est vraiment pas le même type de carte et d'illustration. Alors, ça doit être une version, je vois pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est en anglais ou non. J'ai pas fait gaffe. Enfin, en tout cas, ça se joue comme ça, on a chacun un personnage, et puis chaque manche, on va chacun aller dans un lieu, on va se positionner, on va pouvoir potentiellement déloger un adversaire en dépensant des jetons de calèche pour dire non, non, moi je suis arrivé plus vite que toi, donc toi tu iras explorer un autre lieu, et puis c'est les seules interactions qu'on aura avec les autres joueurs, hein. Sinon le reste, ça reste un jeu d'enquête, ça sera très studieux, on va chacun être à lire notre fiche, donc on va chacun prendre le lieu correspondant, lire lire le texte qui va nous donner des indices ou des fausses pistes, et à partir de là, on va répondre au mieux aux questions de l'enquête. D'ailleurs, comme le Sherlock Holmes Détective Conseil, on a un texte d'introduction qui va nous donner bien sûr les tenants de l'enquête. À nous d'en trouver les aboutissants. Et voilà, donc après le premier qui a résolu, il a gagné s'il a parfaitement répondu à toutes les questions. Sinon, il laisse les autres continuer à chercher, puis il va faire office on va dire, de pool d'indices pour ceux qui le veulent, parce qu'à partir de là, les autres vont pouvoir aussi le questionner en disant, tiens, est-ce que, combien de... Ils vont pouvoir consulter sa fiche, moyennant des jetons calèche, ils vont pouvoir dire, tiens, est-ce que t'as une réponse bonne? Je sais plus quelles étaient les questions, c'était ça, on va pouvoir consulter ses réponses et lui demander combien il a de bonnes réponses sans préciser lesquelles, ou alors on va pouvoir écrire une réponse à notre sauce et demander à la personne qui a déjà été éliminée est-ce que cette réponse est bonne ou pas. Voilà grosso modo ce qu'on peut faire. C'est cool, on a sorti au club il y a pas longtemps, enfin. Donc oui, j'ai pas fini mon anecdote, donc je m'étais procuré peut-être 1 an et demi, 2 ans avant le confinement. J'ai pas eu l'occasion de le sortir en groupe à cette époque-là. Puis le confinement est arrivé, ce qui n'a pas pu céder la chose. Donc j'ai fini par m'en débarrasser en me disant c'est tout, hein. C'était un raté, on n'y arrivera pas. Et au final, un peu récemment, je me suis dit c'est dommage de pas avoir. Je repensais à ce jeu, je me suis dit mais c'est con, j'ai jamais réussi à le sortir alors qu'il était sympa. Je l'ai vu vraiment, vraiment, vraiment pas cher pour une bouchée de pain. Sur un site d'occasion, et j'ai dit tiens, on va se le prendre, on va le retenter. Il est sorti au club. C'était l'avis était globalement positif après avoir joué. Bon, on a quelqu'un, il le dira en commentaire, qui est un peu moins accroché, qui a dit en fait c'est un jeu solo mais on joue ensemble quoi, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Mais non, pour moi j'ai trouvé ça marrant. Effectivement après par dose homéopathique, faut pas faire dans une session club comme ça, faut pas faire 4 parties, 4 enquêtes d'un coup. Mais bon, ça c'est sympa. La première enquête, il conseille de faire les enquêtes dans l'ordre du bouquin. Donc elles sont crescendo en termes de difficulté. Ça va. Ça un petit peu, j'ai trouvé un peu le défaut de... Il faut tomber sur les bons lieux avec les bons indices, sinon il y en a pour lesquels on s'ennuie quand on arrive dans un lieu, ça donne pas grand chose, c'est tout, on attend. Mauvaise pioche, et on peut pas toujours savoir quel lieu va vraiment porter ses fruits et quel lieu va ne rien nous donner. Surtout quand on est à 7, et on était 7, donc c'est moins évident. Mais je pense qu'à un nombre un peu plus restreint de joueurs, c'est peut-être plus équitable. Il y en a peut-être moins qui sont relégués à des lieux qui ne donneront rien, quoi. Voilà pour le Watson and Holmes. Le suivant, qui est un jeu que j'ai acheté, que j'ai revendu, que j'ai racheté, que j'ai revendu. Et que j'aimerais bien reprendre. Et oui, parfois, hein, on sait que notre vie de joueur propose des péripéties incroyables, hein. Et quelle anecdote incroyable, vous pouvez le dire. Donc Anachronie, qui est un jeu de placement d'ouvriers assez technique, on va dire. Monde post-apo, où il y a déjà eu un cataclysme, et il y en aura un autre. On va jouer en 4 manches plus 1, 2 ou 3, selon ce qu'on va faire sur la 5e, 6e
voire 7e manche. Et donc les 4 premières manches qui se passent, on va dire, de manière assez normale. Au-delà, il y a le cataclysme qui arrive, le nouveau, où il faut après derrière essayer d'évacuer. Et évacuer, ça rapporte des points. Donc il faut bien préparer son évacuation. Donc la première partie du jeu, on essaie de préparer une bonne évacuation, puis ensuite on évacue. Puis on rafle des points à droite à gauche. Il y a un lieu, voilà, comme celui-ci, c'est le lieu, c'est là, on va appeler ça la ville, je sais plus comment on appelle ça dans le jeu, où chacun va pouvoir y aller pour récupérer des choses. Mais dans cette ville, il faut s'équiper pour y aller, parce qu'il y a des radiations, vous savez, c'est ces trucs-là, hein, dans les mondes post-apo, on peut pas y aller en short, hein, il faut forcément y aller avec, par exemple, une armure exo-armure, un truc comme ça. Voilà, donc on incarne une des 4 factions. Il y a l'harmonie, je sais plus, la domination, je sais plus, honnêtement les noms, je me souviens plus. Et on va essayer déjà d'aménager aussi sa propre base, dans laquelle on n'a pas besoin d'exo-armure pour aller accomplir des actions. On a des ouvriers différents, il y a des ingénieurs, il y a des administrateurs, des génies qui font Joker, je crois, et des scientifiques. Et puis voilà, on va essayer de récupérer des ressources pour construire des cellules qui vont nous aider à faire des actions supplémentaires, ou tout du moins élargir le champ d'action. On va mettre on va programmer on va dépenser des ressources pour programmer des exosquelettes pour pouvoir justement aller envoyer d'autres ouvriers dans la ville, où là c'est premier arrivé, premier servi. Et puis il y a une frise chronologique qu'on voit un petit peu au-dessus là, qui permet d'aller récupérer des ressources dans le futur pour se mettre mieux, pour mieux se développer. Ressources qu'on va devoir rembourser par la suite, donc on va devoir voyager dans le temps par la suite pour aller les rembourser. Sinon, anomalies qui vont causer quelques troubles, on va prendre des malus à cause de ça, et c'est pas terrible. Donc, et le jeu encourage à emprunter des ressources parce que ça rapporte des points de les rembourser. Donc c'est tout un truc. Bon, il y a plein d'autres choses à dire. Bien sûr, le jeu peut être asymétrique. Avec les factions, on a des capacités différentes. Donc ça rend le jeu encore plus intéressant. Moi, les jeux comme ça, très euro, mais avec de la symétrie, je raffole. Je trouve le style du jeu vraiment excellent. Le matos est plutôt sympa. Et alors, il y a des dés, mais attention, c'est pas un jeu de hasard. Enfin, genre, les dés sont pas... Ça ajoute pas une énorme composante hasard. Pas vraiment. Du bon. Anachronie, c'est vraiment du bon. C'est dommage. Regret éternel, mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Enfin, de nouveau. Et on termine par le dernier de la sélection. Alors, ça se peut que j'ai oublié des jeux, hein, c'est pas impossible, je vous ai pas tout cité. Alors, je pense dans le sens, les jeux que j'ai revendus, que j'ai rachetés, que j'ai revendus. Et là, celui-là, il a la palme. C'est ce que je vais annoncer là. Il a la palme parce que je l'ai acheté, je l'ai revendu. On va faire plus d'un seul doigt. Je l'ai acheté, je l'ai revendu. Je l'ai racheté, je l'ai revendu. Je l'ai racheté, je l'ai revendu. C'est arrivé 3 fois. Et pourtant, c'est pas impossible que je le reprenne. On va causer de Chimera Station, qui est un jeu que j'apprécie, hein. Vraiment, j'adore ce jeu. Je vous donne pas les détails pourquoi, enfin si je peux, mais genre, la première fois je l'ai pris et puis on l'a sorti au club, je crois. Enfin, j'ai pas. On l'a sorti une fois, peut-être 2, mais à tout casser, mais c'est pas évident. C'était une période en plus où à chaque fois chacun venait avec ses 2-3 nouveaux jeux achetés, il fallait les essayer, c'est normal, on achète des nouveaux jeux, on a envie d'essayer. Et période où trop facile d'acheter des nouveaux jeux, voilà, il y a trop de trucs à tester, c'est la merde. Une fois que t'as sorti ton jeu une fois ou deux, tu peux le remballer parce que tu sais qu'il sortira plus. Et celui-là n'a pas fait exception. Donc revendu derrière en me disant, bon, c'est pas la peine, il ressortira pas. Il n'y a pas de mode solo. Donc, et enfin, pas à ma connaissance, peut-être que sur BGG ou quelque chose comme ça, j'ai pas fait attention. Mais je m'y vois pas jouer en solo. Donc il repart sur le Caseo. Et puis c'est con, il était quand même cool ce jeu, il fallait que je me le reprenne. Bon, je me le reprends, ok. Et puis confinement. Donc pas d'opportunité de sortir. Pendant un bon bout de temps. Bon bah allez, il repart, ça sert à rien, je vais faire mon deuil, je ressortirai pas. Et puis un peu plus récemment, je dis bon ok, nouveau club de jeu ici, on a du joueur qui joue à tout, c'est super agréable.
tiens, je vais essayer de me reprendre Chimera Station, on le sortira. Je me le reprends. Nickel, en plus, encore sous cello et tout. Donc, pas mal. Et puis, je sais plus pourquoi, il fallait que, si j'avais une grosse dépense à faire à côté, il fallait que je trouve un moyen de... J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, jamais 203, c'est... il dégage, et puis c'est tout. On le reprendra par la suite. Donc voilà, 3 fois. Chimera Station, on va en causer un petit peu. Poste d'ouvrier, avec un style très kitsch, et on voit l'ouvrier en question. Les ouvriers commencent sans composants, et on va rajouter petit à petit des composants, on va acheter des composants pour les imbriquer dans l'ouvrier, pour leur donner des capacités en plus. Il va avoir 4 types de composants, il va avoir des pinces, il va avoir des feuilles, des cerveaux et des tentacules, et chaque composant va donner son petit bonus. On peut jouer de manière asymétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir des factions qui correspondent d'ailleurs aux couleurs des composants, donc les jaunes vont plus jouer sur les tentacules, naturellement, en tout cas, les rouges plus sur les pinces, etc. Et on va, poste d'ouvrier, classique, on va les poser, on va jouer l'action, et puis voilà, tout se passera bien. Sauf que le jeu a une forte quand même capacité de combo, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop sur le plateau là, mais par exemple si on va s'arranger pour construire un module, parce qu'on va aussi développer la station chimère, là, la Chimera Station, et chaque fois que quelqu'un va construire une pièce, hein, on va appeler ça une pièce, hein, dans la station, ça va être potentiellement un lieu sur lequel n'importe qui pourra jouer l'action par la suite, se poser un ouvrier, puis appliquer l'effet de la case. Et à chaque fois qu'on va poser un lieu, justement, ça va aussi générer, il va y avoir un bonus de pose, un peu comme Terraforming Mars, on pose une tuile quelque part, ça donne plus de en titane, on récupère 2 unités de titane, voilà, ou d'autres jeux, hein, il n'y a pas que TM qui fait ça. Mais on va pouvoir faire ça, ce qui fait qu'il y a des lieux où quand on pose, ça permet de reprendre un ouvrier quelque part qu'on pourra rejouer après, ou ça permet de doubler l'effet, enfin doubler, ça va permettre d'exécuter l'effet d'une autre salle voisine, ou il y a vraiment un fort potentiel de combo. Alors je dis fort potentiel de combo, c'est pas incroyable non plus, hein. Mais en tout cas, ça remue bien les méninges, et pour ça, le jeu est assez intéressant, ça se joue en 5 manches. Les parties sont pas si longues que ça va encore. Il est sur Board Game Arena, et on y a déjà joué plusieurs fois avec les copains. Et non, c'est plutôt cool. Il y a des cartes à côté qu'on peut récupérer aussi, qui vont donner des espèces de petits pouvoirs. Là, il joue sur une petite table, je trouve, hein, par rapport au Cook. Non, ça va, on n'a pas besoin de tant de place que ça, c'est vrai. Ça va encore. Relativement bien au niveau de la taille. Et là, on va pouvoir aussi récupérer des cartes qui vont donner des pouvoirs ou des moyens de scorer du point de victoire. On va essayer d'embaucher d'autres ouvriers avec notre niveau de recherche aussi, qui est sur la droite de notre plateau perso. Ouais, vraiment, c'est... Et puis, on va essayer il faut nourrir nos ouvriers aussi avec des burgers de l'espace. Ça, c'est important. Burgers, pièces, et puis point de victoire. Voilà, ça, c'est du bon. Ouais, Chimera Station. Un jeu assez, je trouve, assez méconnu. Il est pas si évident que ça à trouver, non, ça se trouve... je me demande si l'éditeur le vend pas encore sur son site. C'est possible de le trouver là-dessus. Mais ouais, c'est du bon. C'est la même maison d'édition que Pixie Queen et que... j'ai oublié le nom de notre jeu. Il y a quelques jeux comme ça. Je crois qu'ils sont belges ou néerlandais, mais je crois que c'est belge. J'ai un doute. Alors, pensez quelque part dans le Benelux, en tout cas. Voilà, donc je finirai cette spéciale Ocaseo, la regret éternel d'Ocaseo avec Chimera Station. Il y en a eu d'autres, j'ai pas, comme ça je balance les mentions, de toute façon j'ai tellement de jeux qui sont passés, et de base la plupart du temps on achète des jeux parce qu'ils nous plaisent, donc quand on les revend, il y a toujours un petit pincement. Je pense notamment à Decrypto, qui n'est plus là, mais qui est sympa, mais il n'était pas si évident que ça à sortir, en fait il faut vraiment... Vous voyez, Decrypto, pour moi, quelque part, c'est le Codenames 2.0. Mais le problème, c'est que Codenames, ça peut jouer plus facilement à la volée, alors que Decrypto, on a plus besoin d'être concentré, et la situation se présente moins souvent. Enfin, la configuration idéale pour y jouer se présente un peu moins souvent. C'est pour ça que je m'en suis débarrassé, alors que Codenames est encore ici. Je dis ça, mais j'ai un doute. Est-ce que Codenames est encore ici? Ouais, si, il est encore là. Il me semble. J'ai un doute. Et puis, Dixit aussi, par exemple, c'est un jeu que j'ai pu à la maison, alors que j'adore ce jeu. Et bon, voilà, le jeu a quand même un certain âge.
Je le regarde quand il y a des salons de jeux, des machins comme ça, enfin pas des salons de jeux, quand il y a des sorties dans la ville et qu'on vient avec notre asso pour participer à l'événement de la petite ville. C'est des jeux qui peuvent à la rigueur facilement prendre, et comme c'est des belles cartes avec des belles images, ça peut attirer l'œil, et c'est des jeux qui, vraiment qui ont cette capacité à inviter, qui est assez folle. Donc ça, c'est dommage. Voilà, c'est des exemples de jeux. J'aurais pu en parler aussi, mais bon, là, rien que le fait de le mentionner, c'est amplement suffisant. Il y en a encore d'autres, peut-être. Mais là, je vous ai donné l'essentiel de ce que je regrettais le plus de m'être débarrassé. Mais c'est pas impossible qu'ils reviennent. Voilà, rien que le fait de parler de tout ça, ça donne envie d'y rejouer. Donc voilà pour les regrets éternels d'Ocaseo. Il me reste à vous faire de gros bisous et vous dire bientôt, je vous fais le top 50 réactualisé. Est-ce que je le fais en une seule vidéo? Il va falloir que je sois extrêmement concis sur chaque jeu, ça va pas être facile, mais ça pourrait être un exercice. Peut-être que je le ferai comme ça. Sinon, je le ferai en plusieurs fois, mais ça m'embête de le faire en plusieurs fois. Ou que j'ajoute en top 50 réactualisé. J'enchaîne, et je pense que c'est... Au pire, si vous voulez entendre parler davantage de jeux, vous irez voir ma version 2022, mes 5 vidéos de 2022, parce que j'avais fait 5 fois 10 jeux. Et puis quelques entrées, vous renseignerez autrement, je pense. Petite surprise à venir aussi sur la chaîne, parce que hier, je me suis procuré un Heredity. Pas mal entendu parler de ce jeu, et je peux dire qu'au tout début, quand je voyais le matos du jeu, j'étais un peu circonspect, mais de ce que je vois du jeu, ça m'a quand même donné envie de le tenter. Donc j'ai profité d'un chèque cadeau des amis proches de mon ami pour me le prendre, et on va tester ça. Donc je vous en ferai une partie sur la chaîne, je pense. Bon, il y a de fortes chances que je vous fasse ça. Voilà pour ce qui va arriver sous peu sur la chaîne, et puis je ferai un peu de jeux vidéo aussi dans les temps à venir, je pense. C'est longtemps que j'en ai pas fait, et puis ça détend des fois, hein, c'est cool. Allez, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!